La situation dans la partie est de la République démocratique du Congo continue encore à faire parler plusieurs personnes, madame, messieurs. Nous allons décortiquer la situation sécuritaire dans ce rendez-vous de la semaine, la situation sociopolitique de l'heure. Et pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Robert Kainga. Il est secrétaire général adjoint du Parti Cher au ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu. Autre vision du Congo, plusieurs fois conseiller dans plusieurs ministères de la RDC. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Je vous rappelle, pour ceux qui ont commencé avec nous cette émission Info 7 avec la présentation, ma personne, Maître Robert, était le premier invité. C'est lui qui a ouvert le bal de cette production avec moi à la présentation. Maître, c'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus. Merci beaucoup, madame. Le sentiment est partagé. Et comment vous allez? Non, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Meilleurs vœux, merci pareillement à nos téléspectateurs. Et ça fait quand même plusieurs années. Plus d'une année d'ailleurs que je ne suis pas passé ici. J'aimerais aussi vous dire que vous avez maintenu le flambeau très haut. Merci. Et que donc les choses continuent à se passer très bien pour vous. Donc je vous suis quand même au loin. Félicitations pour le travail. Merci beaucoup, Maître Robert. Autre vision du Congo, votre parti politique, comment il se porte? Non, madame, comme vous savez que c'est une année électorale, tous les partis, comme tous les partis le font, nous sommes en train de nous mobiliser pour les futures échéances électorales. C'est déjà dans quelques mois, en décembre 2023. Quelques mois, et donc nous sommes plus concentrés sur ça. Donc sur les futurs candidats, sur la manière de faire, parce que nous devons avoir assez de députés au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou même des assemblées provinciales, afin de concourir aussi au pouvoir, comme tous les autres partis. Madame, monsieur, le parti AVC est aussi membre de l'Union sacrée de la nation. Vous voulez conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes dans combien de provinces de la RDC? Non, nous sommes presque dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces? Oui, c'est vrai qu'il y a des provinces où on est fortement représenté. Il y a aussi dans d'autres provinces où on est modestement représenté. Mais la vérité, c'est que les statistiques attestent que nous avons une représentation presque dans toutes les provinces. Est-ce que vous êtes vraiment engagé et prêt pour affronter ces élections de 2023? C'est ça. Parce que vous sentez quand même que ça bouge de partout avec les opérations d'identification et d'enrôlement. Tout à fait. C'est ça même l'objectif d'un parti politique. Chercher à concourir le pouvoir. Donc on a l'impression que c'est juste un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. Nous affûtons déjà. Plusieurs partis politiques ne cessent de le dire, mais dans le fond. Non, mais nous avons concouru au pouvoir en 2018. Nous étions parmi ces gens qui avaient cru en la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à cette époque, et nous étions des alliés de l'UDPS, avant même que l'UDPS n'arrive au pouvoir. Et on a concouru au pouvoir, et nous avons effectivement gagné ce pouvoir, que nous sommes en train d'exercer aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un slogan, c'est un acte que nous avons déjà posé avec des résultats qui sont probants et qui sont là. Vous avez parlé de votre alliance avec le parti au pouvoir Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes dans l'Union sacrée, vous occupez aussi un ministère. Vous êtes fier de l'UDPS aujourd'hui, sa gestion? Très fier de l'UDPS. Très fier de l'UDPS. C'est vrai, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas ce pays vient d'où. Et nous avons vécu 32 ans de la dictature, 18 ans d'une autre dictature, voilée, et d'une grave mégestion. Vous avez les dossiers Sicomine, vous avez des gens, on a eu des prédateurs de commerçants au sommet de la République qui ont fait un travail aujourd'hui dont les conséquences sont gérées par Félix aujourd'hui. La guerre de l'Est aujourd'hui, ça ce n'est pas quelque chose qui vient avec Félix, c'est quelque chose que nous avons trouvé et qui date de plusieurs années et qui n'a pas été traité de manière chirurgicale par ceux qui nous ont précédés. Et donc aujourd'hui, le travail qui est fait, aujourd'hui la reconnaissance mondiale de l'agression de la RDC par le pays du monde entier, parce que le monde aujourd'hui n'est peuplé, est un village planétaire, donc on ne peut pas vivre en autarcie. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. C'est un travail de l'UDPS, c'est un travail de l'Union sacrée, c'est un travail du président de la République, ce qui n'avait jamais été fait. C'était la continuité, non? Il y a Joseph Kabila qui avait déjà balisé le chemin. Madame, personne n'est pas de la gratuité quand Joseph Kabila était au pouvoir. Personne n'a parlé. La question de la gratuité aujourd'hui ne se pose pas.
Et quand vous parlez de la gratuité au Congo, c'est combien d'élèves, madame? C'est pas comme au Bénin ou en Côte d'Ivoire ou dans des petits pays d'Afrique ici, qui ont une capacité, qui peuvent avoir 1 million d'élèves. Nous parlons de 20 millions, de 30 millions d'élèves. On ne parle pas de tous ces élèves aujourd'hui vont à l'école gratuitement. Et donc ça, c'est un travail de l'UDPS, ça c'est un travail du président de la République. Donc on ne peut pas aujourd'hui bouter tout en touche. Quand on parle d'un bilan, on ne le dresse pas seulement du côté passif. Nous ne disons pas que tout a été fait de manière convenable, non. Mais les bases sont jetées et que la volonté est là. Donc, et ce qui est jeté, ce qui est fait, et quand vous le prenez dans 4 ans, vous estimez qu'il y a de l'espoir pour cette République. Entre-temps, la population se plaint du panier de la ménagère. Madame. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Non, mais en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le social pose le problème. Mais quand vous prenez un parent qui a 4 enfants, il paye les Minerval, il paye les frais scolaires. Aujourd'hui, il se retrouve avec ses enfants, il ne paye rien. Donc cet argent qu'il utilisait pour payer les études des enfants à l'école primaire, il peut le reverser à autre chose. Il ne paye rien, mais entre-temps, il y a aussi la qualité qui pose problème. Hein? Non, mais ça, la qualité, on l'améliore au fur et à mesure. La qualité commence d'abord par la prise en charge de l'enseignement lui-même. L'enseignant qui avait 50 000, 100 000 sous Kabila, aujourd'hui qui a presque 400 000, vous n'allez pas dire que cet enseignant a la même conscience que quand il avait 100 000. Donc c'est ça au point le problème. Donc l'enseignant aujourd'hui, il est payé. Et tous les syndicalistes l'attestent. Et ce discours, depuis que le ministre Tony Mwaba le tient, personne ne vient le contredire sur les chiffres. Personne ne dit non, ce que tu as dit là est faux. Vous n'avez pas entendu les syndicalistes dire non, écoutez, ce que vous dites là n'est pas vrai, nous on ne touche pas ce montant. Il le fait de manière publique et il le balance et tout le monde est conscient que ce qu'il dit est vrai. Donc, la qualité commence par là. D'ici là, il y aura des constructions des écoles. Ça s'est fait, mais un autre lot des écoles va être lancé par le ministre de l'EPC tantôt, où on va construire de nouvelles écoles pour permettre à ce qu'on désengorge les écoles et que les élèves soient dans de très bonnes conditions. Je pense que tout ceci est un travail qui ne va pas se faire, qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais le problème, c'est que le plus important, c'est que la volonté y est et les bases sont jetées. Les gens n'avaient cru pas en cette gratuité, ils ont combattu la gratuité. Oui, au début, c'était pas facile. Vous avez vu les catholiques, tout le monde ne voulait pas de la gratuité. Et aujourd'hui, nous sommes là dans la gratuité. On ne parle plus de la gratuité, mais j'aime le terme utilisé parfois par le ministre Nimwaba, la pérennisation de la gratuité. Et on va pérenniser et on va améliorer. Et on est en train d'améliorer parce que les conditions d'abord de l'enseignant sont prises en charge. Aujourd'hui, il y a les enseignants qui se retrouvent. Moi, je suis le fils d'un enseignant. Mon père est préfet. Donc, je connais ce que c'est, ce que l'enseignant touchait et ce qu'il touche aujourd'hui. Et on se voit des améliorations. Vous êtes mieux placé pour parler de la gratuité. Je suis mieux placé pour comprendre est-ce qu'un enseignant était mieux payé avant qu'aujourd'hui. Le salaire de mon père qu'il avait quand nous étions encore sous sa charge, ce n'est pas celui qu'il a aujourd'hui. Et surtout, on a aussi constaté qu'il n'y a plus beaucoup de grèves dans les secteurs comme c'était. Il y a cet esprit anticipatif du ministre Tony Mwaba. Vous savez, à chaque fois, avant la rentrée, il organise des mbouélas et des partenaires de l'éducation. Il discute avec eux, ils parlent, ils aplanissent le terrain. Et quand c'est la rentrée, il n'y a pas de grève parce qu'il y a un dialogue social. Madame, le plus important dans tous les pays du monde, c'est le dialogue social doit exister entre le gouvernant et les syndicalistes, le patronat, comme ça s'est fait partout en France, dans d'autres pays civilisés. Et ce dialogue est maintenu constamment à l'EPST. Et c'est ce qui justifie qu'il n'y a pas de grève parce qu'ils se parlent. Nous sommes des Congolais. Ils se disent de vérité. Ils trouvent un terrain d'entente. Et non seulement qu'ils se parlent, mais il y a des actions qui suivent. Il y a des actions qui suivent. Il y avait des primes qui ont été promises et ces primes ont été exécutées. C'est vrai qu'il y a un problème de l'exécution au niveau du budget, mais ça, ce n'est plus au niveau du ministre. Que le changement était un processus. Donc tout ne pouvait pas changer en un jour. Tout à fait. Donc c'est pour vous dire que nous qui soutenons les chefs de l'État, nous qui avons cru en lui dès le premier jour, nous pensons qu'il est sur la bonne voie. C'est vrai qu'il y a un problème, qu'il y a des secteurs qui n'ont pas encore suffisamment marché et nous y travaillons. C'est comme ça que nous demandons, nous disons pour nous qu'il lui faut un second mandat. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Vous le savez, la capitale de la RDC a un nouveau ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il saura relever le défi sécuritaire dans la capitale de la RDC? Hausse de prix, une nouvelle grille tarifaire a été publiée au courant de cette semaine. On en parle.
Publication de la nouvelle grille tarifaire à Kinshasa n'a pas laissé les chauffeurs bouche bée. Pour ces conducteurs de taxi, cette nouvelle grille tarifaire ne les arrange pas car ils ont de hauts représentants des chauffeurs qui ne font absolument rien. Bon, papa, il y a un mingi pour na yoki ba prix à tarification au ministre Atier. Tous un représentant au biso de Tindara, il y a président de l'association, au bakena pour représenter biso na ba prix n'enga ba biloko zo mata. Lelo bango tangu ministre Mbokoso à côté na ministère des transports avec okuta numérotation au biso na noso ma ki mbuta tikela biso na $15. Mais lelo comment na $35 numérotation. D'autres par contre, ils estiment qu'ils ne peuvent rien contre cette décision car la force reste à la loi. Et les usagers de transport en commun à leur tour ont estimé que c'est trop cher la nouvelle tarification de transport. Ah mais c'est trop, vu que toi... C'est trop? Ouais. Il fallait combien pour toi? Pour moi, il fallait 500 francs. Hein. Là, c'est seulement moi. Nous allons sur le boulevard, mais malheureusement, le chauffeur nous a menti. Je lui ai dit que j'ai 500 francs, il a refusé. Et combien il vous a dit de... Qu'on paye... Non, qu'on paye... On nous a dit qu'on paye juste 1000 francs d'ici jusqu'au boulevard. Signalons que désormais le prix de la course part de 800 francs à 1500 francs congolais selon le trajet. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a convoqué ce jour une réunion spéciale autour de la question du taux du franc congolais à la suite des différents rapports que nous recevons de l'opinion publique. Et à cet effet, et pour fixer l'opinion, il a lieu de dire que les chiffres nous communiqués par la Banque centrale du Congo révèlent que le franc congolais est demeuré relativement stable au cours des dernières semaines. Et à la date d'aujourd'hui, le franc congolais s'est échangé à un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain sur les marchés officiels. Et au marché parallèle, l'on a observé des taux qui varient entre 2250 et 2350 francs congolais pour un dollar américain. Il a lieu de noter aussi qu'au cours des dernières semaines, l'on note une décélération de la formation des prix intérieurs. Cette décélération s'observe notamment à Kinshasa, dans la capitale de notre pays, à Lubumbashi et à Goma. Il va donc sans dire que nous faisons face à une spéculation qui prend forme autour de la question du taux du franc congolais. Et c'est pourquoi certaines mesures ont été préconisées pour apporter la bonne information et mettre fin à cette spéculation. Il s'agit notamment de la publication au quotidien par la BCC des taux du franc congolais sur les médias locaux. Et ensuite, la Banque centrale va procéder à un suivi permanent des taux sur les marchés parallèles. Le gouvernement congolais rassure que le franc congolais reste stable, mais de l'autre côté, sur les marchés parallèles, on parle de la hausse de prix, hausse même de taux de change. Maître Kainga, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette situation? Non, je voudrais partir sur l'argument du ministre des Finances lors du briefing qu'il fait avec le porte-parole du gouvernement. Il avait expliqué, il avait dit que, ayant regardé le taux de réserve d'échange qu'ils avaient, ils ont libéré les francs congolais. Et les gens ont eu peur, ils ont spéculé, et c'est comme ça qu'on est arrivé à un taux parallèle qui soit un peu plus élevé. Et donc pour eux, et pour le ministre des Finances, ils savaient qu'ils ont assez de réserves d'échange et qu'il n'y a pas de crainte en libérant assez de francs congolais sur le marché, et mais la population, par peur, ou ayant habitué à ce genre de choses, a eu peur et a spéculé vers l'augmentation. Mais cette situation a eu aussi des conséquences sur le prix de produits de première nécessité. Tout à fait, tout à fait. Donc ça va de soi. Parce que nous avons... Madame, c'est ça. Il faut qu'on arrive à faire de campagnes de sensibilisation pour nos compatriotes. Madame, vous allez en Angola avec les dollars. On ne prend pas. En Angola, même dans un hôtel angolais, quand vous payez, on vous demande de payer en monnaie locale. Au Rwanda, la même chose. À Brazzaville, ici, pour trouver l'échange de dollars, il faut aller
chez les Ouest-Africains qui sont dans les grands marchés à Poto Dans plusieurs là-bas. pays africains. Dans plusieurs pays africains, c'est comme ça. Donc, les gens accordent plus de la valeur au dollar qu'à la monnaie locale. Donc, c'est une question de conscientisation de notre population. Que nous puissions aimer notre monnaie et que nous puissions mutualiser notre monnaie. Et il y avait une campagne ici que j'avais beaucoup aimée, Batelanga, bien quelque chose comme ça, de nos francs congolais. Et donc, il faut qu'on arrive à avoir l'amour de notre monnaie. Et qui est responsable de cette situation? Non, mais ça a existé bien avant nous. Quelqu'un qui a des dollars s'estime qu'il est plus meilleur que celui qui a des francs congolais. Ça continue. Et ça continue. Il va falloir vraiment qu'il y ait une campagne. Il faut que nous puissions arriver, nous, aujourd'hui, à nous considérer beaucoup plus. Déjà, la loi le prévoit, que les prix doivent être affichés en francs congolais et les transactions doivent se faire en francs congolais. Donc, nous devons continuer. C'est la loi qui le dit. La loi sur la liberté des prix est claire. Nous devons aller dans ce sens-là pour que nous puissions beaucoup plus utiliser notre monnaie locale. Mais que la pourquoi monnaie cette étrangère. loi n'est pas appliquée? Non, bien évidemment. On accuse aujourd'hui les RDC de prendre plusieurs lois, d'avoir beaucoup de textes, des textes qui peuvent changer les choses, mais on n'arrive pas à les appliquer. Où est-ce que ça bloque? Non, mais effectivement, il y a des inspecteurs du ministère de l'économie qui doivent faire du travail, qui doivent faire le travail sur le terrain pour suivre les prix et voir si les prix sont affichés en monnaie locale. Et maintenant, il y a aussi de Congolais que nous sommes. Parce que quand tu vas dans un marché pour acheter un truc, on te donne dans un prix de dollar, et toi tu prends le dollar, tu payes parce que tu en as. Mais si tu dis non, je ne paye pas parce que ici c'est en francs congolais, il faut mettre le prix en francs congolais. Vous verrez qu'il y a une bonne possibilité de bien faire les choses. Donc, c'est au niveau du gouvernement, mais c'est au niveau du Congolais lui-même. Quand tu vas à un endroit pour acheter quelque chose ici en République du Congo, on les met en dollars, vous devez refuser d'exiger en francs congolais. Ce qui doit être fait. Mais bien évidemment, aujourd'hui, Kabila nous a amené même à des billets de 20 000. Alors que quand il prenait le pouvoir, je crois que le 100 $ était à pas plus de 150 000, 150 francs congolais. Donc on était dans une situation où on est parti de 1 centime, 0 centime, 0,5 centime, 1 franc à un billet de 20 000. On ne nous a pas dit comment on est parti de là jusque-là. Et aujourd'hui, parce que le dollar devient une monnaie de transaction facile. Donc quand vous voulez acheter quelque chose de 3 000 $, quand vous avez le franc congolais, c'est 6 millions de francs congolais. Alors 6 millions de francs congolais, ça ne se met pas en poche facilement. Donc il faut un sac. Et est-ce possible aujourd'hui de remettre les centimes sur le marché? Bon, en tout cas, je me réserve, je ne suis pas spécialiste monétaire ou de l'économie monétaire, mais je pense qu'on a dévalorisé nous-mêmes notre monnaie. En quittant le centime, parce que même en Europe aujourd'hui, vous verrez que l'euro, il y a encore de 1 euro qu'on a utilisé. Même aux États-Unis, les 1 $. Même les 1 $, et ici ça ne passe pas. Oui. Ici ça ne passe pas. Les 1 $ aux États-Unis, on continue à consommer ça. Même dans d'autres pays, comme même Brazzaville, les petites coupures sont encore utilisées. Mais ici, chez nous, on a notamment directement écarté ça du marché et on a pris de gros billets parce qu'ils devaient voler. Parce que quand vous devez voler, quand vous avez les billets... Il devait voler? Il devait voler. Qui devait voler? Mais le régime passé. Quand vous avez 20 000, c'est plus facile de faire des transactions. Et vous pouvez facilement, quand vous avez 20 000, vous avez une valise, facilement vous pouvez mettre 100 millions de francs congolais dedans. Quand vous avez les 1 centime, vous devez voler 100 millions, donc il faut avoir 2 camions. Ah, donc c'était ça la stratégie qui a conduit à ce qu'on puisse passer sur le marché les 20 000. Rien n'explique qu'on soit parti d'1 franc à 20 000. Rien n'explique. Si ce n'est que les affairistes qui... les détournements. Les détournements, c'est tout. Il n'y a pas une autre motivation. Vous n'avez pas peur d'être poursuivi avec ces propos-là? Non, mais le propos, je le tiens. J'ai visé qui? J'ai cité le nom de qui? Alors, c'est lui qui va se présenter, donc on dira que c'est lui. J'ai dit, le régime passé, il doit nous expliquer. Madame, vous ne pouvez pas gérer la res publica et interdire les gens de critiquer votre gestion. Ou de regarder, de vous dire en face, madame, vous êtes journaliste. Vous avez vu le rapport de l'IGF sur la Sycomine? Est-ce que vous avez... Est-ce que nous avons... Est-ce qu'on a eu des gens sérieux qui méritent notre estime aujourd'hui? Et nous avons des gens qui sont capables d'aller en justice contre un compatriote qui dit que vous avez volé. Mais le régime Kabila estime que c'est un acharnement. Pourquoi vous êtes comme ça, l'UDPS? Non, ce n'est pas de l'acharnement. Ce n'est pas de l'acharnement. Qu'on nous dise où sont les routes qui ont été construites, le montant qui avait été décaissé. Facturation. Madame, aujourd'hui,
la route du tourisme est en train d'être réhabilitée. Mais cette route-là a coûté combien de millions? Combien? Madame, vous imaginez que ces gens-là, ce sont des Congolais. Parce qu'il y avait un bureau de la coordination, il y avait l'agence, la CGT qui devait exécuter les travaux. Donc ce sont des compatriotes. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? C'est comme ça qu'on a vu des gens devenir des millionnaires dans ce pays aussi facilement. Donc, moi j'ai dit que ces genres de personnes ne peuvent pas mériter l'estime du peuple congolais. Mais aujourd'hui, ils sont sur terrain, accompagnés des foules. Non, madame, vous avez vu la Mouka, vous avez vu la Mouka El Martin Fayoulou, vous avez vu Katumbi, vous avez vu le Premier ministre Matata Ponyo, qui a géré ces pays, qui est redevable, qui doit nous dire qu'est-ce qu'il a fait de ce pays. Non, et lui, il est innocent, il n'a rien fait en donc, tout à fait. Il continue à dire, il n'a rien fait, il n'a même pas pris un rang, mais c'est juste, vous voulez en finir avec tous les proches de Joseph Kabila. C'est là le problème. Le peuple congolais souffre de l'amnésie. Et ce n'est pas tout le monde qui souffre de l'amnésie. Lorsque le dossier Boukangalonzo a commencé, c'est Matata, par sa plume, qui a écrit à l'IGF pour que l'IGF aille enquêter. Donc l'IGF n'avait même pas l'intention, je le présume, peut-être qu'il pouvait le faire plus tard, mais je lui donne encore cette présomption de doute. À cette époque, l'IGF n'avait pas pensé aller enquêter sur Boukangalonzo. C'est lui-même, par orgueil humain. Non, mais c'est parce qu'il est sûr du travail qu'il a fait. Tout à fait. Mais on est allé maintenant enquêter, madame. Acceptez qu'on vous oppose le résultat de cette enquête. Est-ce qu'un voleur peut accepter qu'il soit audité, enquêté? Non. Mais le fait qu'il ait demandé lui-même, Matata Ponyo ait écrit à l'IGF, oui. Cela peut quand même nous dire que c'est un homme sincère, non? Tout à fait. Il a demandé qu'on enquête sur lui. Maintenant, on a enquêté. Tout le Congolais moyen, il sait que Boukangalonzo a échoué. Mais est-ce qu'il n'y a pas de coupable sur cette question? Est-ce que Boukangalonzo a produit des résultats escomptés? Non. Est-ce que Boukangalonzo a fait le travail pour lequel il avait été créé? La réponse est non. Mais c'est qui le responsable? Maintenant, quand on veut désigner le responsable... Mais le nom, là, on ne retrouve que dans le camp de Tshisekedi, dans le camp de Matata Ponyo, c'est le oui. Madame, ça produit et que Matata n'y est pour rien. Ce que nous devons dire à nos compatriotes, c'est que dans notre pays, dans la constitution de notre pays, celui qui est chargé de gérer le pays au quotidien, c'est le Premier ministre, ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État donne de l'impulsion, il donne un programme. Il donne, mais le programme qui est entériné devant le Parlement. Et qui est celui qui s'occupe de l'exécution de ce programme, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, oui. C'est comme ça que le Premier ministre répond devant les élus. Et le chef de l'État répond devant le peuple qu'il a élu. Lui répond devant les élus pour dire voilà ce que j'ai fait comme travail. Donc, si nous devons poser la question sur le Boukangalonzo, la première personne, c'est Matata Ponyo qui était Premier ministre. Alors, si on ne doit pas... Alors, on a perdu 200 millions de dollars sur un projet, mais on n'a pas... Tout le monde est unanime que Boukangalonzo a échoué, on a détourné le fonds. Mais on ne veut pas qu'on cite des coupables, qu'on indexe de responsables. Ça, c'est quand même pas juste. Maître, vous êtes juriste, vous êtes avocat. Comment cette histoire finira? Parce que Matata Ponyo continue à dire qu'il n'y a aucune institution qui a les compétences de le juger. Oui, mais... Finalement, comment on va finir? Le problème... Comment faire pour que le peuple congolais sache où sont passés ces millions? Madame, c'est tout à fait... Non, je crois que la Cour constitutionnelle vient de se prononcer sur cette question. On ne peut pas avoir dans un pays des citoyens qui ne sont pas... Des intouchables. Des intouchables qui doivent... Tout le monde a droit à un juge. Le juge naturel. Tout le monde a droit à être jugé. Et tout le monde a droit à un juge devant qui doit comparaître. C'est même un droit constitutionnel. Donc Matata ne doit pas se dire parce qu'il est côté Premier ministre et qu'il n'a pas de juge, il trouve ça un plaisir. Non. Tout le monde doit avoir un juge devant qui il doit répondre et il doit comparaître. Permettez-moi de dire c'est qu'un internaute disait l'autre fois, mais Kabila c'est vraiment un homme très intelligent qui a dribblé des grands professeurs tout, à tel point qu'on a eu un parlement qui a taillé de loi où on a des personnes qui ne peuvent pas être jugées. Non, Kabila lui donner une haute intelligence, moi je ne suis pas d'accord parce que l'intelligence... Non mais comment on peut expliquer? Parce que ces documents sont passés devant des grands juristes, des grands L'intelligence, c'est maîtres. cette capacité de trouver des solutions aux problèmes de la population. Il n'a pas trouvé de problème dans la population. Le seul problème qu'il a trouvé, c'est de construire un Kingakati dans un espace de 30 000
de 30 000 hectares. Qui ont donné à Kabila ses privilèges. Avec des centrales, hydroélectriques dans lesquelles il doit aujourd'hui, lui il a du courant là-bas, mais Massina est dans le noir. Mais qui ont donné ses privilèges, maître? Donc, Kabila était chef de l'État, il ponctionnait où il voulait, il prenait là où il voulait, c'était un chef d'État. Et qui pouvait les contredire, Kabila? Kabila n'est pas comme Tshisekedi, un démocrate qui accepte le débat avec les jeunes, un jeune qui peut s'élever et lui dire, Monsieur le Président de la République, voilà ça, voilà ça, voilà ça. On dit qu'il parle beaucoup, dit certaines choses et fait des promesses sans les réaliser. Non, il ne parle pas beaucoup, il discute avec ses compatriotes. L'opinion le dit. Non, il y a des promesses qui sont réalisées, madame. Ça, c'est ce que les gens disent. Les promesses sont réalisées. On peut le citer aujourd'hui. Et je peux vous dire, ça a été réalisé, ça a été réalisé. Mais à quand la RDC, l'Allemagne de l'Afrique? C'est une promesse. Mais l'Allemagne ne s'est pas construite en un jour, vous aussi. Ce n'est pas dans 4 ans ou dans 2 ans. Parce qu'on essaie de le rappeler. Madame, j'ai été expert du gouvernement, dans le gouvernement Ilukamba. Et quand nous nous disions que le FCC était en train de bloquer, personne ne nous avait cru. Et il a fallu seulement attendre qu'on mette fin au FCC et cash pour voir le budget atteindre 15 milliards. Donc, dans moins de 2 ans. Alors, si on avait commencé sans le FCC, on serait à un budget de plus ou moins 30 milliards. Mais le président avait encore promis de créer des millionnaires. Oui, mais en effet, aujourd'hui, on a mis en place l'établissement de la sous-traitance. C'est par là qu'on va créer des millionnaires. Les millionnaires ne tombent pas du ciel. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs congolais avec le climat des affaires approprié, assainir le climat des affaires pour leur permettre à ce qu'ils puissent... Il y a aujourd'hui le fonds de l'entrepreneuriat qui n'a pas existé. Et ce fonds va permettre à ce que, s'il y a des jeunes entrepreneurs, qu'on leur donne des fonds à des prix, à des taux de pourcentage acceptables. Aujourd'hui, quand un jeune va pour prendre un crédit à la banque, on lui exige une parcelle, une valeur de la parcelle, alors que lui, il est jeune entrepreneur. Mais avec le fonds qui est créé, on aura des jeunes entrepreneurs qui auront des fonds pour aller travailler à des taux au moins minimisables, et même s'il n'a pas assez de garantie, l'État congolais peut lui octroyer et suivre. Et comment faire pour avoir ces fonds? Je pense qu'on doit se renseigner au fond. Parce que ça existe, je crois que c'est sur derrière Rotana, je vois les sièges quelque part là. Il faut y aller, prendre des conditions, et je pense que c'est un début. Est-ce que c'est chaque jeune qui aura vraiment... Certainement, on sait quand même comment ça s'est passé. Certainement, il y a des... Non, mais il n'y aura pas des enfants privilégiés. Je vous ai dit ici, on ne va pas tout centraliser sur le chef de l'État. Il a créé un fonds pour l'entrepreneuriat. C'est déjà quelque chose qui n'existait pas. Pour permettre aux jeunes d'avoir accès à des fonds pour devenir des millionnaires demain. Maître Robert Kayenga, avant de prendre ce deuxième dossier qui va nous permettre de parler de la journée, de la date du 8 mars, dites quand même un mot aujourd'hui. Kinshasa a un nouveau ministre de l'Intérieur. Non, je le félicite, c'est un ami de promotion. Donc on a étudié ensemble. Maître Gatien? Oui, Gracien Sakala, c'est un ami, on se connaît très bien, on parle, on échange. Je connais l'amour qu'il a pour ce pays et pour cette ville de Kinshasa. Je lui souhaite de bonnes chances. Je sais que la situation n'est pas aussi facile. Est-ce qu'il est en mesure aussi de relever les défis? Il hérite une situation catastrophique sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, il suffit de suivre une chaîne... Vous voulez dire que Tengelito n'a pas fait grand travail? Bon, aujourd'hui, madame, tout le monde se plaint du Koulouna. Tout le monde se plaint du Koulouna. Nous ne l'avons pas vu prendre des mesures appropriées. C'est pourquoi il est parti sans... Bon, je avant connais que pas, les choses les quittent. Je ne connais pas, mais depuis un certain moment, il était devenu très taiseux, très silencieux. Pendant un long moment, on ne l'entendait pas, pendant que les choses brûlaient à Kinshasa. Je crois qu'il a démissionné, peut-être qu'il a estimé que la situation était devenue pour lui intenable et qu'il devait partir. Mais quand vous regardez la situation sécuritaire aujourd'hui, elle est catastrophique ici à Kinshasa. Le Koulouna est devenu... c'est comme un pain quotidien, on le ramasse partout. Et donc, il faut quand même un ministre provincial capable de donner une forte impulsion. Et ici aussi, la situation de la ville de Kinshasa, qui est aussi la capitale des institutions. Je crois que le gouvernement national doit regarder sérieusement cette situation, parce qu'on ne peut pas comprendre que ce banditisme de la rue est en train d'accroître aussi à une vitesse et aussi inacceptable ici dans la ville de Kinshasa. Je parle aussi du commissaire provincial. Il doit se déployer. Il doit se déployer au front. Il doit vraiment donner la quiétude aux citoyens, à nos compatriotes. Prenons ce dossier et nous allons continuer avec les discussions autour de la situation dans la capitale de la République démocratique du Congo. Beaucoup de mots qui rongent quand même
la ville de Kinshasa et ça inquiète plus d'une personne. Très populaire dans ce marché Louza au quartier Mombélé dans la commune de Limité, José Mounana, candidat potentiel à la députation provinciale aux élections de décembre prochain, dit être à l'écoute de sa base féminine en cette journée commémorative dédiée à la femme. Oh, ils allaient sikanga na vandi na koleli mingi awa na kata Mombele na kata Louza ba jeune nyos bilongozo mon oyo baza eza base na ngai. Donc ndé na reconnaître na lobité place nzamba zo mema ngai il faut na ezonga na kata base na kata source pour que ba pambola nga ba maman. Le zaki cérémonie à kukuta na ba maman en guise de reconnaissance à l'occasion ya les 8 mars ndé na yaki pour que na pesa ba maman moi liputa na bango balata pour que na reconnaître Sikana Outi. Voilà. Ému par ce geste du fils du terroir José Mounana, ces femmes n'ont pas caché leur satisfaction. Papa José de Makambo, moi na quartier, azongi na base na ye, alaki mono akati to bano tepa na Luzawa, lelo nzamba tomboliye, akomi lelo honorable nga yokozonga na base akanisi ba mama na ye. Yango la pesi biso de la maoyo. Félicitations à Kende Liboso de la boété, ba député nyeso ba yaka ba kosa biso, mais on peut la cosité, to sepeli makas. Il est de noter qu'au-delà des pagnes, José Mounana a remis une enveloppe pour renforcer les petits commerces de ces vendeuses du marché Louza. C'est un défilé organisé à l'occasion de la journée du 8 mars ici dans la ville de Kikwit, capitale de la province de Kwilu. Les mamans de la fondation Claudie Balanki n'étaient pas en reste. Une démonstration de force incontestable, toutes vêtues au goût et aux couleurs du digne fils du terroir et leader incontesté de l'espace Grand Bandundu, le docteur Claudie Balanki et Colomba. D'où ces mots de remerciement. Bien avant, le président national du parti politique Cause Commune a distribué de pagnes aux mamans des Kikwit. Une façon d'honorer la promesse tenue par le couple Ibalanki lors de son dernier passage dans la contrée, alors qu'il venait s'acquitter de son devoir civique. Nous sommes venus pour la journée internationale de la femme, pour accompagner les actions de Claudie Balanki et Colomba. Et la vie des Kikwit prend Claudie Balanki et Colomba comme finalement le prince actuellement. Alors nous, dans notre parti politique Cause Commune, est un parti politique. Et ce parti politique est allié à l'UDPS. Et c'est parmi les 5 partis politiques qui considèrent Claudie Balanki et Colomba comme le vrai leader, une référence et aussi un modèle. C'est un parti qui milite pour la réélection du chef de l'État. C'est la joie totale du côté des bénéficiaires. Mokolelo na zana esengo makasi papa kanisi biso na fête na biso le 8 mars. Tozana esengo makasi papa to sepeli. Maman pesa nge merci na reconnaissante. Yange me reconnaître ba maman ya fondation Ibalanki. Fondation papa Ibalanki et Claude, nous te remercions de ce que vous venez de nous faire. Vraiment c'est un acte qui ne sera jamais oublié. Topesi mbote papa na maman. Vraiment topesi merci. Maman nika topesi mbote maman malamu. Pour lier l'utile à l'agréable, des organisations de femmes ont été conviées au cocktail après avoir bénéficié des tenues pour l'assainissement de la ville, dont signé les docteurs Claudie Balanki et Colomba. Maître Robert, que faut-il aujourd'hui faire pour mettre fin à ces phénomènes Koluna? Je crois qu'on doit renforcer la sécurité sur le plan dans cette ville de Kinshasa. On doit avoir une police très très mobile et qui devrait veiller dans des quartiers, surtout de communes, qu'on doit d'abord identifier comme des communes très dangereuses et les mettre sous un état
sous un état de sécurité un peu plus élevé que d'autres communes. Je crois qu'avec cette action de dissuasion, je crois qu'on peut arriver à réduire le taux. Et aussi, ce qui avait été fait par le chef de l'État, de prendre le Koulouna et de les envoyer à Kanyamaka. Je crois que ça doit continuer. Ça doit continuer pour qu'ils redeviennent de bâtisseurs. C'est quand même une bonne politique de réinsertion. Parce que ces gens-là, ce sont nos enfants. Il ne faut pas les tuer, mais il faut les prendre, les rééduquer pour qu'ils soient utiles pour la société. Une réinsertion. Une réinsertion sociale. Mais bien évidemment, lorsque quelqu'un se rend coupable de faits infractionnels qui ramènent à la peine de mort ou à une sanction plus élevée, je crois qu'on devra lui appliquer en respectant toutes les procédures légales établies. Mais comme ce sont ce qu'on appelle, la plupart de ces gens-là commettent des faits à l'absence totale de la police et que par peur de représailles, certains refusent même de les dénoncer. Oui. Donc il faut vraiment qu'il y ait une politique agressive par rapport à ces gens-là et par rapport à des zones ou quartiers qui sont considérés comme des quartiers rouges. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pointent aussi du doigt accusateur le ministre de la Jeunesse qui a failli parce que ce sont des jeunes. Êtes-vous d'accord avec ces personnes? Bon, il est vrai que le ministre de la Jeunesse doit nous définir sa politique. Donc, et qu'est-ce qu'il prévoit pour la jeunesse? Je crois que le chef de l'État, depuis qu'il est là, il a montré à suffisance de preuves qu'il tient à la jeunesse, qu'il leur donne de responsabilités. Quand vous prenez le gouvernement de Sama Lukonde, la moyenne est à moins de 50 ans. Donc, la majorité ont moins de 50 ans. À moins de 50 ans. Donc, c'est pour dire que le chef de l'État, et regardez même dans les différentes nominations qui ont eu lieu, c'est... Alors, quand il nomme un jeune au sein d'un ministère comme celui-là, je crois que le ministre de la Jeunesse doit avoir un projet clair pour cette jeunesse. Mais non, il faut qu'on regarde aussi dans le budget. Quels sont les moyens qu'on a donnés à ces ministères pour lui permettre de mener ses actions? Je crois que le prédécesseur de ce ministre-là, je crois que c'était l'actuel secrétaire général de l'UNC, je l'ai vu, il avait eu aussi une politique de faire des terrains agricoles où maintenant la jeunesse devait commencer à produire. Dans d'autres pays, la jeunesse est une force pour la production. Parce que la jeunesse constitue l'avenir aussi de demain. Non. Nous disons que l'avenir, pas l'avenir de demain, d'aujourd'hui. Donc vous, madame, vous êtes jeune. Ouais. Donc ce que vous faites, vous ne le faites pas pour demain, vous le faites pour aujourd'hui. Donc cette histoire où on nous endormait sous la deuxième république, sous Kabila, où on pouvait avoir quelqu'un plus âgé, il est président de la Ligue des jeunes. Et donc on est là, on lui dit, toi tu es la vie de demain. Non, moi je ne peux pas, quelqu'un ne peut pas venir me dire que tu es jeune et c'est la vie de demain. Non. Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui, avec Tshisekedi, elle est au pouvoir et la jeunesse travaille. Et elle a des responsabilités. Mais le chef de l'État, prenons par exemple les nominations au sein des communes, à travers la RDC, le chef de l'État, comme vous venez de le dire, a mis l'accent sur les jeunes. Tout à fait. Mais certains déçoivent aussi. C'est ça le plus grand. Alors, la faute revient en ce moment-là à qui? Nous regardons le parcours de cette jeunesse. Madame, vous et nous avons étudié dans des conditions où l'État n'a rien fait pour nous. Moi, je dis toujours... Nous, quand on a étudié, l'État n'a rien fait pour nous, pour que nous puissions étudier. Ce sont les efforts de nos pauvres parents qui ont accepté de marcher peut-être avec des babouches pour que nous puissions étudier. Et on s'est forgé par la peine. Mais certains n'ont pas eu aussi cette chance-là. Mais pourquoi envoyer alors des jeunes? Déjà parce que ce sont les partis politiques qui envoient. Non, mais regardez. Okay, regardez. Sous Kabila, il n'y avait pas de critères pour devenir bourgmestre. Il suffisait tout simplement de faire du bruit à la télé et vous êtes nommé. Alors, la jeunesse qui est nommée aujourd'hui doit effectivement montrer au chef de l'État qu'elle mérite cette confiance. Et les gens qui sont dans les partis politiques, ils doivent envoyer les gens pour de responsabilités. Chacun ne peut pas jouer le même rôle. Mais vous parlez sous Kabila, il n'y avait pas de critères, mais on n'a pas eu ce genre de choses, comme on le voit avec Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui avait marché? Quel est le résultat de Kabila? Non, mais vous parlez des résultats. Parlons d'abord du choix des personnes que Kabila, à qui Kabila a donné des responsabilités hier. On n'était pas quand même déçus, d'autres qui ne sont même pas capables de s'exprimer, d'autres qui ne savent même pas défendre leurs fonctions comme on les voit aujourd'hui. Mais Tshisekedi qui nous amène les critères. Quel est le produit que nous avons? C'est le spectacle. Vous savez, c'est ça le plus grand problème. C'est ça le problème
de la coalition. Ah, la coalition. Le problème de la coalition est le problème de ce mélange du chou au gras. Donc, vous prenez... votre union sacrée de voilà, la nation, donc, là. au lieu que les gens puissent envoyer, de faire de bons castings au sein de leur parti politique, vous verrez que quand vous êtes intelligent dans un parti politique, vous êtes le mal-aimé. Les gens sont menacés par l'intelligence. Et les gens sont contents quand vous êtes incompétent. Et quand vous êtes incompétent, on vous donne des responsabilités. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas fonctionner dans un des partis Soit c'est le président qui envoie sa fille, son enfant, comme on le voit, parfois qui ne mérite même pas, mais parce que c'est l'enfant d'abord. Vous savez, moi je dis toujours, prendre sa fille, prendre son enfant, de faire de lui un ministre, n'est pas aussi un crime si cet enfant-là a une compétence. Vous comprenez? Si cet enfant-là, mais s'il est attesté à suffisance de preuves qu'au sein de votre parti, il y a plus meilleur que lui, et que vous le prenez parce que c'est votre enfant, et là, il y a un problème. Il y a un problème. Le Congo, aujourd'hui, a besoin des meilleurs. Il n'a pas besoin des gens qui viennent pour apprendre, des gens qui viennent pour tutuber, des gens qui viennent pour encore continuer. L'état actuel, le pays est en état comateux, il faut qu'il y ait des personnes capables de le rendre l'âme. Maître Robert Kayenga, une nouvelle grille tarifaire dans la capitale de la RDC, votre réaction? Je pense qu'on a pris beaucoup de temps pour revoir le prix à la hausse, et je pense que le taximan était victime de cette situation. Si vous regardez, madame, depuis l'année passée, le prix du carburant avait augmenté. Avait augmenté d'abord avec la crise à l'Ukraine, parce que l'État congolais s'approvisionne sur le marché international comme tout le monde. Cette augmentation du prix de pompe, du prix du pétrole à la pompe, ou du carburant à la pompe, a de l'incidence sur le coût de transport. Absolument. Et donc, mais comme vous savez, la loi sur la liberté des prix laisse, il y a deux secteurs où l'État fixe le prix. Lesquels? C'est le secteur des hydrocarbures et le secteur de transport. Les deux secteurs, c'est l'État qui fixe. Dans d'autres secteurs, vous fixez le prix et le ministère de l'économie vient a posteriori pour contrôler le prix que vous avez fixé selon la structure des prix que vous avez élaboré vous-même. Alors, maintenant, c'est cette augmentation, pour moi, il fallait qu'on en arrive là. Parce que c'est une conséquence logique. Vous ne pouvez pas augmenter le prix à la pompe et maintenir le même prix de transport. Donc il faut tenir compte de cette augmentation du prix à la pompe. Maintenant, la question, c'est nos compatriotes. Est-ce que les chauffeurs vont respecter cette grille tarifaire ou pas? J'allais d'ailleurs poser cette question-là. Et donc là, il faut que la police puisse nous aider. Il faut que la police puisse nous aider. Comment est-ce que la police va aider les compatriotes? J'en viens. Parce qu'il faut que les compatriotes les dénoncent. Et aussi, le gouverneur ne fixe pas le prix sans discuter avec le représentant des chauffeurs. Donc, il est supposé, en amont, qu'il y ait un débat autour du prix et que si on en arrive, toutes les parties prenantes, et qu'on en arrive à la publication, c'est que toutes les parties ont dit, ça peut aller, ça peut nous permettre d'avoir aussi des bénéfices, ça peut nous permettre donc. Alors, il n'y a plus de raison pour éviter d'exécuter cette grille tarifaire. Sinon, c'est de la rébellion. Madame, Messieurs, vous le savez très bien que la journée internationale des droits des femmes a été célébrée le 8 mars autour du thème, donc cette année, sur la reconnaissance des femmes et des filles qui œuvrent pour des avancées dans les domaines des technologies numériques axées sur la transformation. Aujourd'hui, c'est un thème qui fait parler plusieurs personnes, le maître Robert Kayenga. Finalement, on constate qu'il n'y a pas une suite logique dans les thèmes qui sont fixés. C'est comme si le nouveau international qui fixe les thèmes internationaux se focalise plus sur les avancées au niveau international. Madame, moi, avant qu'on en arrive là, oui, je dis que notre pays a pensé avoir un ministère de genre, famille et enfants. Sauf erreur de ma part, mais depuis que ce ministère existe, il est géré par des femmes. Oui. J'ai même émis le vœu de dire, cette fois-ci, ça en est trop. Il faut qu'on place les hommes, un homme à la tête de ce ministère. Mais dites-nous, quelle est la politique? J'ai comme l'impression que ce ministère n'apparaît que le 8 mars. Le 8 mars. Quand le 8 mars est fini, c'est fini, ça disparaît. Et puis la journée mondiale des filles, des pères... Voilà, donc c'est ce genre de choses. Dès qu'on dépasse cette étape-là, ces dates-là, on attend jusqu'à l'année prochaine, le 8 mars, pour en fait se rendre compte qu'on a un ministère de genre, famille et enfants qui sont... Ces ministères-là est transversal. La guerre à l'Est doit concerner ce ministère-là. Ah, ce sont des femmes qui Il y a des enfants qui sont là-bas.
Donc, dites-nous, quelle est la politique interne que nous avons pour d'abord préparer la femme congolaise? Parce que la femme congolaise n'a pas les mêmes défis. La numérisation. Ces mamans qui sont à Kingasani là-bas, vous n'allez pas de la numérisation. Quel est le dialogue? Quel est le dialogue? Nous sommes dans un pays où 30% ont accès à l'Internet. Il n'y a même pas d'Internet, il n'y a même pas d'électricité. Nous qui sommes intellectuels ici, on a du mal à accéder à l'Internet. Comment faisons les dames qui sont à l'intérieur du pays? Quelle est la politique interne de la femme qui gère le ministère aujourd'hui pour la femme elle-même? Madame, il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est l'égalité de sexe. Non, on peut aussi donner à un homme. Tout à fait. Donc, moi, je dis assez. C'est assez. Les femmes ont géré ces ministères, ils se sont en appropriés, c'est devenu un patrimoine, une chasse gardée. Je dis, on s'arrête d'abord là. D'ailleurs, le président s'apprête. D'ailleurs, les hommes connaissent mieux les femmes que les femmes elles-mêmes. Et les hommes sont censés mieux gérer les femmes que les femmes elles-mêmes. Je vous dis sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai comme impression que ces ministères n'existent que le 8 mars. Et puis le 8 mars, ça devient quoi? Le jour où on se donne des fleurs, c'est devenu comme un anniversaire, et c'est devenu un jour de fête. Moi, je ne comprends plus rien. Le 8 mars en question, c'est quoi, en un mot? Le 8 mars, c'est une journée des droits de la femme. Non, pas une journée de fête comme on le voit et des pages. Quels sont ces droits de la femme? Les droits de la femme sont d'abord constitutionnels, comme le droit des hommes, le droit à l'accès, le droit à l'accès à l'éducation. Tout dans certaines cultures, quand vous avez des filles, vous avez des garçons, s'il n'y a pas d'argent, on dit non, la femme attend. Et le garçon, non, la place à la cuisine. Voilà, la place à la cuisine. C'est plus ça. Nous, quand on grandissait chez nous, on pensait que quand le papa laisse l'héritage, c'était uniquement pour les garçons et non pour les femmes. Non, ce n'est pas ce que dit la loi. Quels sont les droits de la femme? Répertorions ce droit. Enseignons aux femmes ce droit-là. Il faut leur dire que voilà vos droits. Et c'est ce que le ministère devait faire. C'est ce qu'il devait faire. C'est quand même qui devait être fait. Ce n'est pas fait. On attend le 8 mars, maintenant, c'est dit, je vois les gens, je souhaite à ma femme, bonne fête. Et quand vous ne le faites pas, vous apparaissez comme quelqu'un qui n'aime pas sa femme. Non, pas du tout. Ici, il s'agit des droits de la femme, nous devons les identifier et rendre les femmes compétitives. Vous rendre la femme compétitive dans le marché de l'emploi, dans le marché commercial, pour que ce soit qu'une femme qui soit capable aussi de défendre ce droit et d'accéder à toutes les responsabilités. Vous avez vu aujourd'hui... Mais vous aussi, dans vos partis politiques, vous exploitez les femmes. Madame, depuis que le Congo existe, c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a valorisé la femme. Nous avons assez de femmes dans beaucoup d'institutions aujourd'hui parce qu'il veut que ces femmes-là soient valorisées. Mais les femmes qui gèrent le ministère doivent faire un... Moi, je demande, si le chef de l'État peut m'écouter, s'il y a remaniement, s'il y a demain renouvellement de... Dans quelques jours, certainement. Voilà, donc il faut qu'il tienne compte, qu'il donne ce ministère-là maintenant à un homme. Voilà comment est-ce qu'on peut proposer. D'ailleurs, c'est ça l'égalité de chance. Tout à fait, tout à fait. Madame, messieurs, prenons à présent ce dossier qui va nous permettre de parler de la marche du 11 mars dernier. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Mpogno. Désormais, ils sont ensemble. On va en parler. C'est aux alentours de midi que le petit porteur transportant les candidats à la présidentielle de l'année en cours, Moïse Katumbi, s'est posé au sol de l'aérodrome de Moba dans le Tanganyika. L'homme politique congolais, que d'aucuns estiment être le plus populaire, était accueilli en triomphe. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux ont été tous mobilisés pour l'accueillir. Tout au long de son trajet, accompagné de la population scandant en swahili « Moïse les libérateurs ». Malgré le bousculade, un vendeur a réussi à offrir à Moïse Katumbi son butin dans un gros poisson. Fasciné par ses gestes, l'homme du peuple Moïse Katumbi a demandé à ses gardes de laisser ses pêcheurs venir vers lui. On pouvait lire dans le regard de ses habitants de Moba une joie immense de voir Moïse Katumbi. Signalant que Moïse Katumbi est allé non seulement communier avec la population de cette partie du pays, mais aussi sensibiliser cette dernière sur les enjeux électoraux de l'année en cours. Ils étaient tous mobilisés comme un seul homme pour dire non à l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda. Ces manifestants ayant comme chef de file certains ténors du parti de l'opposition tels que Martin Fayoulou de l'ECD
Augustin Matata Pogno du Leadership et Gouvernance pour le Développement, ainsi que Dieudonné Bolengue Tengue et Cherubin Okende d'Ensemble pour la République, ont ces jours bravé les rues de Kinshasa afin d'apporter leur soutien aux populations de l'Est victimes de l'insécurité causée par les groupes armés. Après avoir parcouru quelques artères de la capitale congolaise, au point de chute, Martin Fayulu, prenant la parole, a tenu avant tout saluer le professionnalisme des agents de la police dans l'encadrement de cette marche. Nalingi Bobete la police nationale Maboko. Le président de l'ECD a juste après déploré les comportements des militants du parti au pouvoir. Félix Tshisekedi ayebisa ba membre na ye oyo ezali likambo ya ekolo ezali likambo ya mabele ezali likambo te moto akowelela moto oyo aza na nzela oyo peuple alingi amiwelisaka te eza boye te. A noter qu'il était aussi question à travers cette marche de s'opposer à tout projet de balkanisation de la RDC. Maître Robert, vous avez vu ces cartons pleins de la dynamique Matata Pogno, Martin Fayulu et Moïse Katumbi? Non, je suis d'abord, je sens une évolution dans les discours de Martin Fayulu. Une évolution? Dans son discours, une évolution qu'on attendait de lui depuis longtemps. Comment ça? Il a dit que il y a des questions qui doivent nous mettre d'accord dans ce pays. Vous imaginez en France, lorsqu'il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, François Hollande est allé voir Nicolas Sarkozy. Ils ont commencé parce que la France était attaquée. Ouais. Il est inadmissible qu'un monsieur comme Kagame, qui est au pouvoir depuis 1994, qui dit non, Félix, c'est ce qu'il fait là, c'est parce qu'il ne veut pas organiser les élections. Et il fallait le relayer cette information ici, d'un dictateur insanguinaire comme celui-là. Même s'il dit des choses qui sont bonnes, on ne peut pas l'écouter. Parce qu'on estime que lui, il fait souffrir nos compatriotes, il les tue, il n'a pas du respect de la vie humaine. La démocratie, c'est aussi le respect de la vie humaine. Donc, il n'a pas ce respect, il ne peut pas aller critiquer notre chef de l'État. Et nous, le Congolais, nous relayons ce qu'il dit. Mais là, au moins, en principe, ce genre de discours ne peut pas faire l'objet d'un débat politique. Ils sont allés marcher pour dire non à la balkanisation, dire non à l'agression rwandaise. Et c'est le combat du chef de l'État. C'est le combat de tout le Congolais. Qu'on aime Félix ou pas, mais au moins ça, ce sont des choses qui nous mettent d'accord, tous ensemble. Et donc, je salue, aussi il a reconnu, la police sous Kabila, nous on sortait, on rentrait, et les gens, on avait des morts entre nous, on avait des gens qui étaient blessés, mais au moins, il a le temps de remercier les professionnels de la police. Mais l'autre fois, on l'avait aussi doigté, non? Il avait dit qu'on m'a mis le doigt partout. Oui, c'est ce qu'il doit comprendre, que lorsqu'on lui dit que la situation sécuritaire ne permet pas qu'il y ait une telle marche, il doit comprendre que ce n'est pas parce qu'il est opposant qu'on refuse. C'est parce que ceux qui sont censés gérer la sécurité du pays estiment que ce n'est pas opportun pendant ce moment. Alors, il vient de le faire, ils ont été accompagnés, et le discours était apaisant, un bon discours, et que ce qu'on attend de lui dans un état de crise comme nous sommes. Ici, on ne va pas discuter des élections. Ici, on discute de l'État. Le pays n'existe que quand il y a des gens, quand il y a une population. Mais lorsque cette population-là est en train d'être tuée, le pays n'existe plus. Donc, il faut défendre la patrie d'abord. Et ça, moi, je salue. Mais l'autre, par ailleurs, il y a quand même quelque chose que je veux aussi dire à notre compatriote Martin Fayulu. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux lui dire ceci, qu'à un moment donné de la vie, il y a des coalitions qui se justifient ou qui s'imposent à nous. Aujourd'hui, qui pouvait croire, qui l'eût cru, que Martin Fayulu pouvait être à côté avec Matata Pogno, qui était l'exécutant de Kabila. Donc on ne peut pas voir l'autorité intellectuelle
et laissant en place en paix l'autorité morale, l'auteur qui devait exécuter le plan de l'autorité intellectuelle. C'est-à-dire c'est Kabila qui définissait la politique et celui qui exécutait c'était Matata. Matata exécutait ce que Kabila lui disait. Donc s'il y a eu échec, s'il y a eu tout ce qu'il y a eu là, c'est que Matata était aussi responsable. Mais aujourd'hui, pour la patrie, ils viennent de marcher ensemble. Je les ai vus même se tenir main dans la main. J'ai vu même chez Réveil Okende, peut-être les gens, la honte n'existe plus. Il était parmi aussi ces gens qui ont marché. Donc, c'est pour dire à mon compatriote Martin Fayoulou que lui n'était pas mieux placé pour faire la guerre à Tshisekedi. Ah, il n'était pas mieux placé. Non, pas mieux placé. Lui devait être avec lui pour lui dire des vérités. Que mon frère, ici, ça ne marche pas. Alors que Tshisekedi avait plusieurs fois tendu la main. Tout à fait. Il a refusé de prendre la main. Mais c'est quand même aussi inconcevable qu'il tienne la main de Matata Pogno, qui est une main impropre. Impropre, hein? Tout à fait. Mais cette relation n'a pas commencé aujourd'hui. Ils ont commencé par un communiqué signé Matata Pogno, le prix Nobel de la paix, et puis Martin Fayoulou. Ils ont même dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la justice lorsque la justice parle de Bukangalozo. Tout à fait. Pas d'accord. C'est là que Martin Fayoulou perd le sens du combat. Parce qu'il se met maintenant à défendre ceux qui ont détruit la patrie. Alors qu'il y avait quelques mois passés où il voulait voir clair dans l'affaire. Dans l'affaire Bukangalozo. Qu'est-ce que nous pouvons lire de cette alliance? Non, c'est une alliance contre nature. Nous, on est habitués à ce genre d'alliance. Vous vous imaginez, madame, le désappointement de Genève, qui s'est retrouvé seul et avec Vital Kamerhe. Tout le gros poisson était prétendument gros. Parce que là, même cette mobilisation, ce n'est pas plus de 50 000 personnes. Et quand vous voyez Matata, Lamouka et tout ça, ils n'ont pas mobilisé 1 million, ce n'est pas 1 million de personnes. Mais quand vous regardez ce que Kabouya mobilise seul, avec ça, donc c'est déjà plus. Et vous voyez maintenant, nous prenons Tshisekedi, il descend dans la rue, et il aura combien de compatriotes derrière lui. Donc c'est pour leur dire que ils sont leaders, mais pas à la dimension de Félix. Mais le plus important, c'est que au moins le discours de Martin Fayoulou a changé. Ce que le Congolais attend de lui, s'il avait ce discours depuis le début, il serait un très bon opposant. Et un opposant qui pouvait avoir l'adhésion de la population. Il y a quelqu'un qui a tweeté dans les réseaux sociaux pour dire que Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et puis Matata Pogno, en descendant dans la rue, ils ont soutenu Félix Tshisekedi parce que c'est lui le magistrat suprême. Oui, mais en effet. Ils l'ont soutenu. Ils font de la politique sans comprendre ce qu'ils font. Ça, c'est ce que quelqu'un a écrit. Mais c'est là que je dis que cette coalition n'ira pas de l'avant parce que le sénateur, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Matata Pogno, lui ne conteste pas l'élection du chef de l'État. Il reconnaît que le chef de l'État il a été valablement élu et que donc il est chef de l'État. Mais Martin Fayoulou, c'est... Vérité des urnes. Voilà, vérité des urnes et autre chose, résistance. Mais il a déjà pardonné tout ça. Non, il pardonne qui? Pardonne qui? Et ceux qui ont volé la victoire. Qui a volé la victoire? Il n'a jamais prouvé qu'il a été élu. Donc, c'est un pardon inopérant. Un pardon qui n'a pas... Peut-être pour autre chose, mais pas pour ce qu'il a prétendu vol de son électorat. Donc, et Katumbi aussi, il a une autre vision, une autre façon de voir le chose. Une autre façon de voir. Encore lui, Katumbi, ça c'est un leader du grand Katanga. Il n'est pas en dehors du grand Katanga. Je ne vois pas où est-ce qu'on va le voter. Il y a même Martin Fayoulou, il a un lit de la population presque dans toutes les provinces. Mais ce n'est pas Katumbi. Et vous voyez, nous, dans ce pays, on a fait partie de Joseph Kabila. On vient Katumbi qui a travaillé avec lui pendant 12 ans. Et on va prendre Katumbi pour qu'il en fasse encore un président de la République. Mais sauf si on est un peuple amnésique. Il a déjà la confiance du peuple congolais. Vous avez vu comment il a été accueilli comme un petit roi. Là. Non, madame, Kabouya irait là-bas, seul, il ferait plus que ça. Madame, Monsieur, prenons ce 4e dossier. Nous allons parler des élections RDC. Élections en 2023, c'est une question que plusieurs personnes se posent. Désormais, toutes les parties en conflit au sein de l'UDPS Fédération des Kananga peuvent parler le même langage. Dans une cour du bureau de la Fédération ce vendredi 10 mars au nord du monde, le chef du parti au pouvoir, conformément à sa promesse tenue à la veille, et après avoir obtenu des hauts cadres de la Fédération large consensus, tranche. D'abord, concernant le siège du parti, seule la permanence logeant l'avenue Mohonan au quartier Bianchi dans la commune de Kananga est reconnue comme quartier général de l'UDPS Fédération des Kananga d'une part.
Nous sommes convenus que désormais, il n'y aura qu'un seul comité de l'UDPS pour la fédération de la ville de Kananga. Et c'est ici que se trouve l'unique siège pour la fédération. Il n'y aura plus d'eux. D'autre part, le président fédéral Gabriel Ilunga, se trouvant en dehors du pays pour des raisons de santé, sera aidé dans la gestion de la fédération par 4 vice-présidents, à savoir le professeur Touloumé comme premier vice-président fédéral, deuxième vice-président fédéral Jean-Jacques Chibola, tandis que Amandous Katanga et Maître Charles Kamwanga deviennent respectivement 3e et 4e vice-présidents au sein de la fédération. Au nom de l'unité au sein de l'UDPS Fédération de Kananga, les principaux animateurs et cadres habilités à engager les partis sont ceux que je viens de vous présenter. Visiblement satisfaits de cette décision, les 4 disent avoir répondu favorablement à l'appel à l'unité lancé par la haute autorité de référence du parti, relayé par le secrétaire général Augustin Kabouya. Objectif, unir les efforts et travailler pour la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Premièrement, nous disons merci au secrétaire général pour sa sagesse. Ce n'est pas puisque je suis nommé intérimaire que ceux qui viennent après moi ne valent rien. Nous allons travailler en toute collégialité. Il n'est pas bon qu'on continue à travailler tout en étant divisé. C'est aussi au nom de l'unité du parti qu'il a été décidé que Bernadette Mbombo Bakampabou préside aux destinées de la commission permanente du parti, suivi du doyen Stéphane Beyambenga comme vice-président de la CEP, alors que Baudouin Kabouya Kapena et Alexis Bichal et Mouzenze sont désignés respectivement premier et deuxième rapporteurs de la CEP. Mais la surprise agréable de Monabouté aux fédérations de l'UDPS dans le Kasaï central ayant réussi à mobiliser massivement pour son accueil, chose pour laquelle il n'a pas manqué de remercier en amont de son discours, c'est ces dons de 5 motos pour faciliter la mobilité, dont 2 à la Fédération rurale du Kasaï central 1, 2 autres à la Fédération du Kasaï central 2 et une moto à la Fédération des Kananga. C'est une délégation de l'Union européenne composée de 34 personnes accueillies dans les installations de la Commission électorale nationale indépendante. Elle est venue s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours en accordant une attention particulière au caractère transparent et inclusif des élections prévues en décembre 2023. Au nom du président de la centrale électorale, Denis Kadima, le premier vice-président de la CENI a tenu à faire un état des lieux du processus électoral en cours en mettant en avant les réalisations accomplies à mi-parcours, notamment l'adoption du plan stratégique opérationnel, l'élaboration de la feuille de route, la mise en place des cadres de concertation avec les parties prenantes, la publication du calendrier électoral et l'opération de révision du fichier électoral. Aussitôt terminé avec l'opération d'identification et l'enrôlement, la révision du fichier électoral, nous aurons par le Parlement la loi sur la répartition des sièges. Après, nous allons convoquer l'électorat. Dans la foulée, Yamina Gerfi est revenue sur le pourquoi de cette mission. Et donc nous sommes les groupes qui préparent au niveau de Bruxelles les décisions de l'Union européenne envers l'Afrique subsaharienne. Donc c'est une visite d'étude pour approfondir notre connaissance sur votre pays, mais c'est aussi une visite de suivi. Comme vous savez, l'Union européenne attache beaucoup d'importance à l'inclusivité et la transparence des élections. Elle a saisi l'occasion pour exprimer la satisfaction de cette délégation. On a eu une très bonne discussion. Les autorités de la CENI nous ont raconté du processus d'enrôlement qui est en cours en ce moment. Aussi de la possibilité pour la première fois pour les Congolais de voter de l'étranger, de 5 pays pilotes. Donc nous avons vu plusieurs endroits où le travail se fait concrètement. Aussi nous avons vu les archives et donc nous avons une impression positive du travail qui est actuellement en train d'être fait. Ici est de noter que l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger permettra à ces derniers de voter exclusivement pour la présidentielle en se rendant aux ambassades de la RDC dans les pays concernés par cette phase pilote. Il s'agit de l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les États-Unis d'Amérique.
Le secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, a regagné ce dimanche la capitale congolaise en provenance du Kasaï central, où il a été accueilli par une foule. C'est peut-être parce que c'est sa terre natale, puisque c'est sa terre natale, j'allais bien dire. Est-ce que cela est une preuve que le président de la République sera donc réélu chef de l'État? Parce que partout où il passe, on voit quand même la foule qui vient accueillir Kabouya. Oui, madame, je crois que c'est un signe qui atteste la popularité du chef de l'État. Je crois que si l'UDPS à lui tout seul est capable de faire une telle mobilisation, et combien de raison lorsque toute l'Union sacrée et les alliés de l'UDPS vont se mobiliser pour l'élection du chef de l'État. Il n'y a pas meilleur candidat aujourd'hui au Congo que le président Félix Tshisekedi. Il n'y en a pas. Peut-être a déjà parlé d'une pré-campagne. Moïse Katumbi de son côté, Kabouya, Kasaï, Moïse. Voilà quand même, vous pouvez comparer Moïse et Kabouya, c'est déjà quand même une très bonne chose. Parce qu'au moins, on ne peut pas le comparer au chef de l'État. Parce que n'est pas un candidat de sa trempe. C'est-à-dire que dans tout le cas, il ne peut pas égaler Félix. Mais c'est le travail, je crois que l'UDPS a pris quand même assez beaucoup de temps pour faire ce travail. Merci de se réveiller, merci à Augustin Kabouya de se réveiller et de mobiliser. Je l'ai vu, il était dans le Grand Bandundu, il a été dans beaucoup d'autres provinces. Donc c'est le travail que l'UDPS devait faire et qu'il doit continuer à faire avec efficacité pour continuer à s'enraciner dans la population en vue de la réélection prochaine du chef de l'État. Dans le camp de Moïse Katumbi, de voix s'élèvent déjà pour dénoncer le régime Tshisekedi qui cherche à se servir de la situation dans l'est de la RDC pour glisser. Et surtout qu'on se rappelle que lors d'un point de presse conjoint, Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, le président congolais, avait éprouvé la crainte de voir le processus électoral être perturbé de suite de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Mais est-ce que, madame, est-ce que c'est faux ce que le chef de l'État a dit? La situation actuelle ne peut pas perturber. Parce que le chef de l'État n'a pas dit seulement ça. Il dit que les Congolais qui devaient se faire enrôler pendant ce moment sont en train de fuir la guerre. Ce sont des électeurs aussi, au même titre que Katumbi. Nous sommes dans la démocratie. Tout le peuple congolais, nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas de super citoyen ici. Il n'y a pas de super citoyen. Il n'y a pas de citoyen qui soit plus important que les autres. Non. Nos compatriotes qui sont à l'Est ont les mêmes droits. Ils sont plus importants que vous et moi. On a la même importance. De quel droit on devait leur priver ce droit de voter? Si les chefs de l'État qui ne voulaient pas des élections n'auraient dû pas... On l'a accusé de forcer les choses ici. On l'a accusé d'avoir mis la CENI par force. Il demandait un consensus. Et autour de la CENI, certains ont même refusé d'aller se faire enrôler. Ouais. Ceux qui refusent de se faire enrôler. Mais on a vu quand même certains membres du PPRD. Oui, mais en effet, parce que celui qui a donné le mot d'ordre, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, qui a été rejeté par la population par les élections de 2018. Chadari? Oui, mais c'est quelqu'un. Quand vous n'avez pas été élu, et vous avez été rejeté par la population. Donc, mais ceux qui veulent pas s'enrôler pour ne pas aller aux élections, et celui qui dit enrôlez-vous pour aller aux élections. Mais nous constatons qu'il y a un cas de force majeure. Il y a des compatriotes qui sont sous le crépitement des balles. Il dit, si cette situation n'est pas rétablie le plus tôt possible, ça risque d'avoir des problèmes sur le processus électoral. Est-ce que c'est du mensonge? Dans l'entretemps, il n'a pas croisé les bras, madame. Il n'a pas croisé les bras. Il est dans tout le front. L'armée est au fond en train de se battre. On est en train d'équiper l'armée. Il y a des contacts diplomatiques. Le déferlement diplomatique s'est fait. Tout le monde vient et tout ça. Donc, il est en train de travailler et sur le plan militaire. Surtout que c'est pour la première fois, les Congolais de l'étranger vont voter. Hein, en effet, ils vont voter le président de la République. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de refus d'aller aux élections. Nous, on ne veut pas du glissement parce qu'il n'y a pas meilleur candidat. Et lorsqu'on parle déjà des contraintes financières. Non, je crois que le ministre des Finances a répondu là-dessus. Oui, il a répondu, mais il y a toujours d'inquiétude au sein de l'opposition congolaise. Non, mais l'opposition, c'est son travail. Il ne faut pas oublier. Si l'opposition n'arrive pas à critiquer, c'est que ce n'est plus de l'opposition. Mais quelle offre l'opposition? Est-ce que l'opposition doit seulement critiquer? Mais ça semble être le modus operandi de notre opposition actuelle. D'abord, madame, quelle est cette opposition? Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas d'opposants. En face de nous, on n'a pas des opposants. Qui sont ces opposants? Il y a la MOCA, il y a le FCC aujourd'hui. Mais la MOCA a co-géré avec nous il n'y a pas longtemps ici.
Pas la Mouka, elle, Martin Fayoulou. Quelle la Mouka, quelle elle? Parce que nous avons Jean-Pierre Mbemba qui est avec nous. Vous allez dire qu'aujourd'hui, Katumbi, qui a co-géré avec nous les 2 dernières années, devient opposant. Il est opposant à quoi? Ce que nous avons fait ensemble. Oui, il n'est pas d'accord avec vous, voilà pourquoi Le il FCC, nous avons co-géré ensemble il y a 2 ans. Ah, donc vous allez partager les bilans. Mais écoutez, quand on va établir, c'est ce qu'il est arrivé au pouvoir le 24 janvier 2019. Du 24 janvier 2019 au mois de décembre 2020, nous étions avec qui? Cash. Avec Cash. FCC Cash. FCC. Donc, nous allons établir le bilan à partir de là. Donc, ils peuvent aussi, dans leur discours électoral, lorsque le moment viendra, brandir les réalisations avec... Ils doivent enlever d'abord les 2 ans de la cogestion. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Comme c'est la gratuité qui a commencé avec eux, ils doivent dire oui, c'est nous, on s'approprie aussi le résultat, parce que... Oui, non seulement le passif et l'actif. Le passif et l'actif. Donc nous sommes en face d'une situation d'opposition hybride et d'une situation d'opposition exceptionnelle, proprement sui generis, uniquement pour la RDC. Donc ils doivent avoir le courage. Ils doivent avoir le courage. Le seul peut-être opposant qui pouvait pleinement jouer son rôle d'opposant, c'était Fayoulou. Mais qui malheureusement, il n'a raté, il n'a pas joué ce rôle-là. il a eu un discours ambivalent et un discours ambigu et qui n'a pas permis à la population de les situer. Et quelles sont les chances que vous accordez aujourd'hui à l'union sacrée de la nation qui d'ailleurs déjà, beaucoup de personnes se posent la question, c'est quoi au juste l'union sacrée là? C'est quoi? Non, je crois que... Jusqu'aujourd'hui, à quelques mois du processus électoral, on ne comprend pas, ça ressemble à quoi? Est-ce une maison? Est-ce qu'on comprend l'union sacrée? Oui. Non, en fait, l'union sacrée, c'est le chef de l'État qui avait lancé un appel. Oui, ça nous connaissons. Mais jusqu'aujourd'hui, là, on ne comprend pas. Face à ce qui s'était passé entre le FCC, il a lancé un appel et les gens se sont retrouvés autour de lui pour dire, voilà, nous sommes prêts à t'accompagner dans cette vision. Et ça nous a permis de nous débarrasser des enfants égarés de la République qui étaient avec nous et qui bloquaient le freinage. Et vous avez accepté tous les voleurs et toutes ces personnes qui ont fait du mal au peuple congolais. Madame, nous sommes dans un pays... Aujourd'hui, Martin Fayoulou est avec Matata Pogno. Ce sont des Congolais comme nous. Mais nous pouvons les exorciser. Il n'y a que le diable qui ne change pas. Nous pouvons les exorciser et les amener à comprendre la nouvelle vision. Et maintenant, face à toutes ces personnes... Maintenant, l'union sacrée, il doit être restructuré. Il doit être restructuré. On doit savoir qui en est qui est qui, et faire des choses de manière proprement. Et vous savez, Félix a un nom à défendre. C'est le nom de Etienne Tshisekedi. Et nous, c'est celui-là notre leader tous. Parce que c'est aujourd'hui que Félix devient notre leader. Tous ensemble avec lui, on avait un seul leader. Etienne Tshisekedi, donc voilà, donc tous on avait un seul leader, on était tous dans une même école. Maintenant, l'un de nous est premier, et donc il porte l'étendard de cette vision-là, et nous les soutenons. Et donc nous devons tenir compte de cette vision. Dans l'union sacrée. Dans l'union sacrée. Et c'est comme ça que nous disons, dans notre gouvernement, notre démocratie est une démocratie des partis politiques. Pour gouverner ce pays, il faut avoir la majorité parlementaire. Donc il faut absolument que les vrais fils d'Etienne Tshisekedi puissent se battre pour que dans le Parlement qui va venir en 2024, qu'il soit constitué de vrais Tshisekedistes qui peuvent l'aider à rendre effectif. Parce qu'il a sur son chemin plusieurs candidats. Nous avons Joseph Kabila Kabange, Matata Pogno, Kabound, Madame, nous avons Moïse Katumbi, beaucoup de candidats. C'est de l'insulte envers le peuple congolais. Comment ça? Qu'est-ce que Kabila pourra encore apporter qu'il n'a pas apporté pendant 18 ans? Nous parlons de 18 ans de règne d'un monsieur qui a détruit notre zoo pour construire Kingaka. Mais quand il passe et on a la population qui dit Kabila Zonga, on a vu quand même des vidéos, non? Non, madame, il faut... Kabila, il a été président de la République, il attire la curiosité des Congolais. Il attire la curiosité quand il passe. Nous qui sommes petits ici, le seul fait que nous sommes sur votre plateau, quand nous sortons, les compatriotes qui nous ont suivis, ils nous saluent. Alors, quand vous êtes quelqu'un qui a régné sur ce pays pendant 18 ans, et quand il marche, la population vient par curiosité. Mais un citoyen digne de son nom congolais ne peut pas voter Kabila. Surtout pas lui. Ah bon? Il a, madame, pendant 18 ans, un citoyen congolais digne de son nom ne peut pas voter Kabila. Qu'est-ce qu'un homme pendant 18 ans n'a pas fait qu'il fera aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez eu 18 ans de règne et et que vous n'avez rien fait, vous avez laissé Massila dans les noirs.
Mais vous avez construit Ngakati avec une centrale hydroélectrique. Pour vous-même. Vous avez détruit nos eaux ici où les enfants... Madame, pour aller là-bas à Ngakati, pour visiter les animaux, c'est 30 $. Vous comprenez? Alors que si c'était subventionné par l'État congolais, il n'a pas construit ça, il a construit ça pour lui-même. Alors vous voulez que quelqu'un comme ça vous puissiez... Quand vous regardez le contrat... Il contribue aussi. La nébuleuse du contrat chinois. Quand vous regardez tout ça, est-ce que vous avez besoin de voir Kabila devant vous? Madame, Messieurs, prenons ce dernier dossier, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Une délégation du Conseil de sécurité est en République démocratique du Congo pour s'imprégner de la situation. À Kinshasa, la délégation du Conseil de sécurité a rencontré les deux chambres du Parlement congolais, conduits respectivement par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et Eddy Mundela Kankou, premier vice-président du Sénat. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Notre message est clair, c'est que le Congo n'est pas seul. Le Conseil de sécurité est venu en RDC pour s'enquérir et discuter, échanger avec les autorités congolaises, les forces vives congolaises, la classe politique congolaise, de la façon d'apporter une réponse et des solutions claires aux différents défis qui se posent à la RDC. Et notre échange nous a permis d'avoir la perception de la représentation nationale. Fort de cette perception, nous allons continuer nos échanges et voir de façon plus claire comment apporter les réponses aux différentes situations. Pour agir, le Conseil de sécurité doit s'enquérir de la situation, mais aussi écouter les parties prenantes. Venir à l'action, nous devons pouvoir écouter, nous devons comprendre, nous devons toucher du doigt et surtout nous enquérir de l'ampleur de la situation. Nous sommes là parce que décider à New York est une chose, pouvoir toucher du doigt est une autre chose. Tout en demandant le vote des sanctions contre Kigali, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a rendu hommage à l'administration Biden pour avoir indexé le Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. Le non-respect par le M23 du cessez-le-feu en dit long sur le projet de balkanisation de la RDC. Ayant compris les manœuvres de l'Occident à ces sujets, la REP, parti cher à Guy Luando, sonne la révolte. Une pétition est initiée pour faire adhérer les Congolais à la cause nationale. Le message du parti Agissons pour la République est clair. Le Congo est un, restera un et indivisible. Le peuple congolais dit non à la balkanisation de la RDC. Mobilisons-nous pour signer la pétition contre la balkanisation de la RDC. C'est ce message auquel adhèrent les personnalités politiques et les artistes et musiciens. Le cas de Fally Ipupa, ici en image, qui a aussi signé cette pétition pour dire non à la balkanisation de la RDC. Fally Ipupa était en pleine séance de travail lorsque les pétitionnaires lui ont brandi l'affiche et tout de suite, il a réagi positivement pour joindre sa voix à celle de tous les autres Congolais qui disent non à la balkanisation de la RDC. La REP de Guy Luando poursuit sa campagne de signature de la pétition afin de porter haute la voix de la RDC qui veut rester une et indivisible. Une délégation du Conseil de sécurité à Kinshasa pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plusieurs voix se sont levées pour exiger des sanctions contre le Rwanda qui agresse l'Est de la RDC, notamment la voix du prix Nobel Denis Mukwege, mais également le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, maître Robert Kayenga. Quel type de sanctions vous attendez du Conseil de sécurité contre le Rwanda? Madame, d'abord, c'est tout soutien militaire au Rwanda. Le Rwanda
obtient des soutiens militaires de la part de l'Union européenne, de la part de la Grande-Bretagne, il faut qu'on arrête ces soutiens militaires. Et ensuite, des soutiens économiques. Parce qu'on ne peut pas être dans la sous-région le seul à créer des troubles. Nous avons plusieurs voisins avec des intérêts divergents. Nous avons avec le Rwanda, avec l'Angola, la question de la ZIC, par exemple, la zone d'intérêt commun. Nous avons le problème de frontières maritimes avec l'Angola. Mais ça ne nous amène pas dans la guerre. Moi, j'ai été désigné parmi les experts qui sont allés discuter cette question de la ZIC avec l'Angola. Donc nous discutons, nous parlons avec les Angolais. Il dit non, ça on n'est pas d'accord, ça on n'est pas d'accord. Et donc, c'est comme ça que le pays civilisé doit se comporter. Avec Brazzaville, avec les autres pays voisins, nous discutons. Mais pourquoi le Rwanda, qui a eu d'abord la chance d'avoir un chef d'État qui lui a tendu la main? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi... Il a même dit, Paul Kagame, c'est Tshisekedi, aujourd'hui, a eu même des problèmes avec certains de ses compatriotes, qu'il avait mal compris. Pour avoir dit ça, c'est mon frère. Parce qu'il était convaincu que Kagame pouvait avoir ce qu'il veut de la République par de moyens civilisés. Et le président de la République lui avait même dit, venez entrer par la grande porte. Tout à fait. Donc, il était conscient que peut-être qu'avec l'ancien régime, il y a eu des problèmes, comme c'était des anciens alliés. Parce que Kabila était venu avec le Rwandais. Ceux qui nous ont amené le Rwanda dans notre pays ici, la guerre, c'était Kabila le père et Kabila le fils ici. Ce sont eux qui nous ont amené cette guerre. Alors peut-être qu'il y a eu... Pour quelle finalité? Oui, mais c'est ça. Depuis quand ils ont... Depuis 97, quand ils sont entrés, c'est eux qui avaient signé des pactes avec les Rwandais. Donc, peut-être qu'on a eu... Le chef d'État avait estimé que, comme les autres, ils ont eu des antécédents. Ce qui apparaissait un homme qui n'avait aucun antécédent avec le Rwanda. Et que donc, on pouvait quand même discuter et arriver à trouver des solutions concertées pour le bien de la population. Et ce qu'il avait fait, pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a eu des morts. Il a dit, si nous allons par voie diplomatique, ça nous éviterait des morts et des déplacés. Et certains de ses compatriotes l'avaient mal jugé sur cette question-là. Alors, c'est à cause de toi que ma population m'a mal jugé, parce que je voulais quand même qu'on négocie. Et tu te fais un revirement. Et comme tu es un homme sanguinaire, tu n'as aucun respect pour l'être humain, tu te comportes de cette manière-là pour tes intérêts propres. Et donc je crois que les sanctions doivent être très sévères. Mais ici, je voudrais quand même qu'on ne s'attarde pas sur ce balai diplomatique. C'est d'ailleurs la question que j'allais poser. Et on a eu dernièrement accueillir le pape ici. C'était plus sur la situation sécuritaire. Et aujourd'hui, il y a le Conseil de sécurité qui a tous les dossiers sur la table, même les rapports des experts des Nations Unies. Est-ce que nous devons attendre encore grand-chose dès lors que, depuis le départ du pape, c'est comme avant que les papes n'arrivent en RDC? Tout à fait. Pour sanctionner la Russie, il n'y a aucune délégation qui s'est rendue en Russie. Ils ont directement décidé et les sanctions sont tombées. Et puis la situation de la Russie n'est pas à la hauteur avec la même ampleur que la situation de la RDC. Tout à fait. Donc, et je pense qu'on doit nous éviter, ils connaissent la situation. Parce que si aujourd'hui la RDC a été comprise, c'est aussi parce que les Nations Unies ont produit un rapport qui atteste la suffisance de preuves que... Alors, vous avez des experts qui vous produisent un rapport que vous publiez, qui permet à l'administration Biden de condamner le Rwanda. Et donc, vous venez dire, non, nous venons maintenant pour voir l'ampleur. Pendant ce moment-là, il y a des organisations sous-régionales qui ont pris des dispositions, qui nous font interpeller le Rwanda à pouvoir, il ne s'exécute pas. Il y a eu même un élu dans un pays qui a eu le courage de parler de la situation de la RDC. Tout à fait. Moi, je pense qu'on n'est plus à ce temps. Pour moi, c'était inopportun. Décidez aux Nations Unies, prenez des sanctions, parce que la situation, elle est urgente. Elle ne demande pas ce genre de... Êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que la diplomatie a montré ses limites? Non, pas du tout. Pas du tout, madame. Vous avez déjà vu de telles condamnations. Vous avez vu, même si le président français a essayé de ne pas voiler, il a essayé de voiler ses propos, mais il a condamné. Le pape est venu, il a condamné. Les Nations Unies ont condamné. Aujourd'hui, tout le monde a le courage de parler tout le monde comme agresseur, il n'y a plus de doute. Ce qui veut dire que l'ennemi est bien ciblé, il est bien connu, et avec les méthodes bien déterminées et connues. Donc ça, il n'y a plus aucune ambiguïté. Auparavant, c'était les gens qui se cachaient derrière tout ça. Maintenant, là, il n'y a aucune ambiguïté sur l'agression de la République. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais madame, vous savez ce que Kagame fait, il le payera. Aujourd'hui ou demain, tout ce qu'il est en train de faire est documenté.
il aura une fin très troublante. Kagame. Parce qu'il n'aura jamais la paix. Pour la énième fois, les M23 ont violé encore le cessez-le-feu. Voilà, j'ai suivi aussi que... Que faut-il faire? Non, mais je pense que on doit cette fois-ci laisser l'armée faire son travail. Maintenant que la situation... Elle est en mesure? La situation... Oui, madame. Avec quel matériel? Parce qu'on parlait à un moment de matériel. Non, mais voilà, maintenant que le régime de la notification a été... C'est ça la diplomatie. Le régime de la notification. Et ce sont les Français qui ont déposé notre dossier aux Nations Unies pour qu'on lève cette mesure de notification. Voilà, quand il y avait des gens qui étaient contre l'arrivée de Macron, c'est pas comme ça que ça se passe en diplomatie. Donc vous devez savoir comment avoir votre interlocuteur, être avec lui et discuter avec lui. Et donc le chef de l'État ne l'a pas aménagé. Donc il a dit ce qu'il devait dire, et c'est comme ça que ça se passe en démocratie, dans des pays civilisés. Alors, maintenant que le régime de la notification, on n'a plus de raison pour ne pas nous procurer des armes. Mais c'est ça le problème. Les armes coûtent énormément cher. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on achète et que ça arrive demain. En effet. En effet. Mais il y a lieu de faire mieux. Et vous avez suivi un communiqué de l'Angola qui va aussi déployer les unités à l'est de la République. Je pense que même on continue à faire confiance à toutes ces forces qui viennent de l'extérieur. Madame, vous savez, le plus grand problème est que... On estime que ce sont elles aussi qui viennent faciliter les choses. Nous avons aussi une armée avec cette histoire des brassages, une armée totalement infiltrée. Ne l'ignorons pas. Et dans la chaîne de commandement, il y a des problèmes aussi parce qu'il y a des compatriotes qui ne jouent pas franc jeu. Donc il y a toujours des gens qui jouent le double jeu, qui n'aiment pas ces pays, qui soit ont été... le problème de M23 aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui on arrive à négocier avec eux, qu'ils réintègrent l'armée, c'est le refus par le président de la République. Et même l'Assemblée nationale a dit non, on ne veut plus de ça. Et pourquoi le M23 disent que non, vous devez respecter vos conclusions, vos accords? Non mais madame, on ne peut pas ignorer qu'il n'y a pas eu des accords avec l'ancien régime, avec le M23. Non, avec Tshisekedi aussi. Hein, qu'on nous les brandisse. Ok. Qu'on nous les brandisse. Vous pensez, le M23 a des accords que le chef de l'État a signé avec eux? Il semblerait. Sans les brandir. Si quelqu'un peut tuer, qu'est-ce qui est plus difficile? Tuer les compatriotes et brandir un accord signé. Qu'est-ce qui est plus facile? Ok, aujourd'hui, c'est parce que nous sommes pratiquement à la fin. Il y a des femmes qui se sont levées. C'était en marge de la célébration de la journée de la femme pour exiger un lieu de commémoration du génocide de août. Génocide de Hutu? Le 2 août. Donc, il y a un lieu de commémoration du génocide. Oui, je crois que moi j'ai été au Rwanda. J'ai visité... Donc, il suscite que le 2 août soit la date de la commémoration de ce génocide. C'est pas... Nous devons avoir la mémoire de nos compatriotes qui sont décédés. Ça, on doit avoir la mémoire. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas aller à la va-vite. Nous sommes encore en guerre. Vous allez me commémorer ceux qui sont morts avant ou ceux qui continuent à mourir. Je crois qu'on doit pacifier l'Est. On pacifie et puis on va faire une stèle. Et dans cette stèle-là, où on va se souvenir de tous nos compatriotes qui sont décédés. Il faut qu'on garde leur mémoire. Il faut que les générations futures... Quand vous allez au Rwanda, c'est ça l'arme de Kagame pour convaincre les Occidentaux. Quand vous allez là-bas, vous voyez, il a mis des crânes, des gens dans des cercueils, il a mis dans des vitrines, il a mis... Quand vous voyez, moi j'ai été là, quand vous voyez, ça vous touche. Ça vous touche. Il faut qu'on en arrive là. On a des fausses communes, il faut qu'on arrive à faire un truc comme ça et que ça nous permet... Le pérenniser, ça va permettre à ce qu'on puisse avoir la mémoire de nos compatriotes. Parce que nous pouvons oublier au fur des années. Mais s'il y a une stèle qui est érigée et une date qui est prévue pour eux, je pense que ça va permettre à la mémoire collective de rester en éveil. Maître Robert Kayenga, c'est complètement fini. Adressez-vous à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre aujourd'hui. Non, nous sommes dans une année électorale. Et ce que je dis à la population, c'est qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont venir, mais malheureusement, ce sont des prophètes connus de la population. Et que donc nous demandons à la population de faire confiance au chef de l'État, et que la question de l'Est est une question très capitale et complexe en même temps, et qui est en train d'être résolue avec les méthodes
qui sont fixés par notre président de la République. Pour le reste, nous estimons que l'avenir du pays... Vous serez dans la course? Personnellement, oui, je serai dans la course. Et le chef de l'État va compter sur qui pour avoir des députés capables. Pas des députés qui vont se donner des pagnes, tout ça. Aussi, hein. Non, pas ceux qui dorment. Moi, j'irai en campagne, je ne donnerai rien à la population. Vous êtes sûr? Je vous le dis, je vous promets. Et madame, vous, peut-être que vous allez m'accompagner. Je vais vous dire que moi, je battrai campagne sans rien donner. Celui qui pourra me voter... Niveau provincial, national? Non, national. Donc, ne pourra me voter que celui qui sera convaincu. Il y a une conscience. Voilà, une conscience. Je serai dans un coin de la République où il y a beaucoup d'hommes d'argent. Mais je veux leur dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, quel est le bilan de notre Assemblée nationale? Qu'est-ce que les députés ont produit? Nous avons vu des députés insultés. Nous avons vu des députés qui ne sont pas fiers du travail qu'ils sont en train de faire. Et certains députés, depuis le début de la législature jusqu'à la fin, n'ont rien dit. Nous allons donner au chef de l'État la majorité et il a besoin de députés d'une expérience. Madame, aujourd'hui dans notre pays, travailler avec les gens sans profil devient une maladie. Je vous ai dit ici, le problème de la compétence se pose. Et on ne va pas continuer à reculer, à laisser des incompétents continuer à gérer les charges de la République. Merci beaucoup, Maître Robert Kayenga, secrétaire général adjoint du parti cher au ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, Autre Vision du Congo, et plusieurs fois conseiller dans plusieurs ministères de la RDC, même si Didier Boudimbo a promis de démolir les constructions anarchiques en ce qui concerne les stations-service et ça n'arrive pas. Non, madame, le ministère des Hydrocarbures ne démolit pas. Lui-même l'avait dit qu'on va procéder. Non, voilà, il dit on va, parce qu'il y avait... saute sur ce qu'il avait dit. Il y a une commission qui avait été mise en place. Et on en est où? Avec le ministère de l'Urbanisme. Autant de mois passés. Parce que le ministère de l'Urbanisme, c'est celui qui donne l'autorisation de construction. Nous venons juste, le ministère des Hydrocarbures vient tout simplement voir... Mais jusqu'aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas encore vu ça. Vous savez, si aujourd'hui on commence à fermer les stations, il y aura une grogne sociale encore. Finalement, ce sont des morts qu'on veut pour la situation comme ça qu'on a vécu à Matete. Non, on donne aux gens la possibilité de se défendre, de leur faire voir que ce que vous faites là n'est pas conforme. Et le droit de la défense est un droit absolu dans notre pays. Donc, ils doivent se défendre et dire non, non, nous avons fait ça et apporter leurs moyens et arriver à des conclusions. Merci beaucoup, maître. C'était un plaisir de vous avoir dans ce magazine Info 7. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à Congo Web Télévision et merci de continuer à nous faire confiance. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire. Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de continuer à nous suivre. Eh bien, c'est l'heure. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine. Au revoir.